Valsero, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui explique ta venue ici à Bruxelles ce jour? Ben, je suis à l'occasion d'une conférence sur la mobilisation et la résistance organisée par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, ici. Et voilà, je sais pas, ils ont imaginé que j'avais quelque chose à dire. Donc ils m'ont invité pour prendre la parole au milieu de plusieurs grosses hautes sommités, tu vois. Ils essayent vraiment de me faire croire que je suis un mec important. Donc je serai là avec le professeur Franklin Nyamsi. Ou à Cameroun, tu vois, c'est un peu comme si on voit une petite crotte de merde sur le sol et on lui dit « Ah ouais, maintenant, aujourd'hui, je me sens très honoré pour ça, quoi, tu vois. » Et ce sera demain, je crois que ce sera un bon moment d'échange. Alors, Valsero, tu es connu sous le nom de Général Valsero. Le but de cette interview n'est pas de rentrer en profondeur dans les méandres de la politique camerounaise, mais c'est de connaître le personnage Valsero que tu es, le général Valsero que tu es devenu, l'icône presque d'une certaine opposition au Cameroun. Donc nous allons essayer de comprendre pourquoi, quelles sont tes motivations en tant qu'artiste, quelles sont tes motivations en tant que personne de ton engagement. Pourquoi cet engagement? Déjà, je ne le savais pas jusqu'à ce que je fasse quelques recherches sur toi et que je découvre que tu t'appelles Gaston Abé-Abé. Tu t'es lancé dans la musique dans les années 90 et tout de suite, tu es passé à l'engagement. Alors, pourquoi cet engagement? Qu'est-ce qui a motivé ton engagement en tant qu'artiste? Tu vois, derrière cette question, il y a quand même un petit, je sais pas, mais que je voudrais partager avec les gens. C'est-à-dire, c'est l'engagement et les artistes. C'est important de souligner cette approche. C'est-à-dire, à chaque fois, des gens ils parlent de moi, parfois ils disent que je suis un artiste engagé, tu vois, que je suis un artiste engagé. Pourquoi tu as choisi de faire de la musique engagée? Des choses comme ça. Et je tiens à préciser, c'est vraiment fondamental à comprendre que, ben voilà, pour moi, en fait, il n'y a que des hommes qui sont engagés. Ce sont les hommes qui sont engagés, et si c'est des artistes, ils font un art engagé. On ne peut pas dissocier le côté créa, le fondamental de l'être humain, de sa création. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, ça devient une tricherie. Tu vois, ça devient un fardeau, quelque chose de lourd à porter, dont on a peur de prendre les coups et de payer les coups. Ça devient un truc qui est contrôlé par un mécanisme comme la peur, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, par exemple, je crois que je suis un homme engagé parce que j'ai eu la chance de ressentir les gens, de ressentir les souffrances des gens, de ressentir la vie des gens. J'ai eu la chance d'avoir ces capteurs-là ouverts parce que, tu vois, c'est pas tout le monde. Tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui ont plus envie de montrer plein d'autres choses que la souffrance des gens, que la vie des gens, que le bonheur même des gens, parce que la joie des gens n'est pas le bonheur des gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a beaucoup d'artistes qui ont des objectifs bien précis et tout, mais tout ça dénote des êtres humains qu'ils sont. Tu vois? Si tu dissocies un artiste de son art, si tu dissocies l'homme de son art, alors tu es dans une tricherie. Ça me rappelle des jeunes qui, parfois, m'envoient des textes et disent « Hey Valsero, j'ai fait un texte engagé grave qui défonce le président et tout. Je crois que ça va te plaire. Je veux qu'on fasse un feature. » Non, il veut juste être Valsero, en fait. Tu vois? Il n'en a rien à battre, en fait. Tu vois, il est sur le résultat d'un processus sincère et il veut faire le saut des tricheurs. Il a l'impression que c'est un mécanisme, que si tu fais ça, ça donne ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a beaucoup d'artistes comme ça qui font vivre ce concept d'artiste engagé qui ferait que tes chansons soient totalement différentes de tes actes. C'est-à-dire, il y a des artistes engagés qui ne vivent pas ce qu'ils disent dans leurs chansons au quotidien, qui ne construisent pas, qui ne vivent pas le discours
Justement, en parlant de ça, est-ce que tu as l'impression que dans cette dynamique, tu te sens un peu seul au Cameroun? Ton regard sur l'engagement ou le non-engagement de d'autres artistes confrères au Cameroun dans la vie politique? Ça, c'est pas une bonne question hein, que tu me poses. Tu me demandes de juger les mecs, en fait. Non, je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes au Cameroun qui ont mis leur art au service de notre cause commune. Il y en a beaucoup. Ils n'ont peut-être pas le succès. Ils n'ont peut-être pas l'écho, la résonance. Tout d'un coup, on ne peut pas... Ce serait un peu maladroit de même penser que je serais seul. Avant moi, il y a eu l'apéro de Mbanga, tu vois. Avant l'apéro de Mbanga, bah, il y a eu Bois-le-Thym, tu vois. Avant les Bois-le-Thym, bah, il y en a eu, tu vois. Aujourd'hui, je peux te parler d'un mec que tu connais même pas, il s'appelle Joe La Conscience. Il vit à Mbanga, au Cameroun. Tu vois, ce mec, c'est une boule de liberté, une explosion, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il fait du reggae, chaque chanson qu'il fait, tu vois, il vit son truc, tu vois. Mais voilà, c'est-à-dire, on est également dans un autre environnement qui est beaucoup plus moderne, qui intègre parfois des codes qui ne sont pas juste le talent personnel, mais qui sont également la capacité à aller peut-être vers les autres, à diffuser, à parler. C'est ça qui fait peut-être la différence. Mais il y en a des masses. Il y en a beaucoup d'artistes, malgré la peur. Je ne dis pas que c'est un couloir prolifique. J'ai dit qu'il n'est pas vide et que je ne suis pas tout seul dans ce couloir. Alors, il y a plus de 10 ans, je pense, tu as sorti un titre, à mon avis, c'est l'un des plus connus, en fait, Lettre au président. Ouais. Et dans ce titre, tu dépeins ta réalité de la vie quotidienne des Camerounais. Et tu dis, si je me souviens bien, tu dis, cette situation, c'est toi le responsable, t'adressant au chef de l'État. Parce que 15 ans, 10 ans, 15 ans après, tu penses toujours que le président camerounais est l'unique responsable. On va avoir une interview très intéressante avec des... Tu vois, tu me balances ta question, est-ce que je pense que le président camerounais est l'unique? Il est le président, frère. Va pas chercher de midi à 14h. C'est-à-dire, toi, tu veux que je te dise quoi? Allez, tiens, je vais aller arrêter Ngongo, tiens, celui je le connais où, frère? Mais je connais pas ce bâtard. J'étais chez moi un jour, ce bonhomme l'a dit, il fait ce job. Il a utilisé le pouvoir que les Camerounais lui ont donné pour choisir un colonel Mbamkoui pour terroriser les Camerounais, cousin. C'est-à-dire, tu veux pas que non, gagnons en temps, quoi, tu vois. Gagnons en temps. Il est le responsable. Il ne faut pas mettre les mots comme l'unique. Il est le principal responsable. Et il a une horde de complices qui sont tout aussi responsables que lui. Mais quand on reste dans la structure protocolaire, comment on dirige un État, tu vois, comme les pays sont organisés, tu as le président, toi tu es le plus riche, tu es le plus... Ah, c'est lui le patron. Tu vois. Donc, si on devait tuer une tête et épargner toutes les autres, bah, ce serait la sienne. Alors, on ne va pas se voiler la face. Hein. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, en majorité, se plaint du fait que ce chef de l'État perdure au pouvoir, qu'il n'y ait pas d'alternance. Ça, c'est la base de tout. Au-delà de ce fait, parce que ça, c'est le fait le plus absolu, c'est le manque d'alternance. Et au-delà de ce fait, que reproches-tu au chef de l'État camerounais ou de son gouvernement, ou des deux en même temps? Mais je crois que même le manque d'alternance est déjà beaucoup, non? Je te promets, frère. Tu t'imagines manque d'alternance, c'est quand il a bloqué le pays. Il a bloqué le pays. Ah, il manque d'alternance, c'est la pire des choses que tu peux faire à un peuple. L'empêcher de se projeter. Empêcher d'utiliser les énergies de sa population, de sa jeunesse. Quand tu bloques l'alternance, les jeunes là,
On fait quoi de ça? Tu vois, le pays se développe comment? Parce qu'en fait, tout ce qu'il y a comme problème au Cameroun, c'est un mécanisme de blocage d'alternance. Hein. Il n'y a pas un autre problème. Le mec ne veut pas quitter. Et comme il ne veut pas quitter, et là encore, tu vois, tu me fais parler dans un couloir, parce que c'était sa simple volonté. On l'aurait déjà enlevé, enfin, il serait déjà quitté. Tu vois? Mais on est dans une logique où le bâtard, il ne veut pas bouger, où il ne doit pas bouger, et il ne bouge pas. Pour ça, il bloque les institutions. Il bloque le fonctionnement de l'État. Il assujettit à son objectif, à son souhait, qui est le premier, ce n'est pas le développement des Camerounais, c'est perdurer jusqu'à mort. Tu vois, quand quelqu'un a un objectif, il pose des actes qu'il faut pour atteindre cet objectif. Je crois que si Paul Biya avait un autre objectif à part mourir au pouvoir, on l'aurait vu. Hein, frère? S'il avait un autre objectif à part mourir au pouvoir, on aurait vu même les dessins, les essais de ces objectifs et qui n'auraient pas marché. Alors je reviens sur Lettre au président. À cette époque déjà, tu as connu des pépins par rapport à cette chanson, il me semble. Est-ce que tu peux un peu brosser globalement quel était ton état d'esprit déjà pendant quand tu écrivais cette lettre et après à la sortie de la chanson? Moi j'étais un pauvre naïf. Avec du recul, quand je me rends compte que j'ai écrit Lettre au président et que je parlais en fait à un zombie, et ça me perturbe beaucoup parce que c'était vraiment de la pure naïveté. Tu vois ce que je veux dire? J'avoue que c'était osé à l'époque. Tu vois, on était en 2008. Bah, écoute, si on est une dictature fermée, aujourd'hui on était déjà pire que ça. En 2008, tu vois, on n'avait pas encore Internet et tout ça. Tu vois, ces poches de liberté, ces cris qui réussissent à faire respirer un peu tout ça. Tu vois, on était en 2008. Donc c'était très osé, je crois. Mais ça a plus mis en lumière la peur des gens du système. Parce que moi, personnellement, il m'est arrivé plein d'autres choses, mais ce n'était pas à cause de Lettre au président. C'est-à-dire, pour lui, Lettre au président, je crois que quand il a même écouté ça, il a dit « Hey, donc on me considère encore quand même comme quelqu'un dans ce pays. » C'est-à-dire que j'ai légitimé même son pouvoir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, cette époque-là, je te jure, je ne peux pas dire autre chose à part... j'étais peut-être courageux, mais c'était de la naïveté, quoi, mais fondamentale. Valsero, il y a une autre chanson que tu as sortie il n'y a pas très longtemps, le titre Résistance. Et dans cette chanson, tu dis « Les frères anglophones nous ont redonné la force de remettre les choses à leur place. » Donc selon toi, cette guerre du Nozo, elle n'est pas du tout liée aux revendications de sécessionnistes? Je comprends pas. C'est-à-dire que, selon toi, comment est née cette guerre? Que dit le gouvernement camerounais? C'est la répression face aux sécessionnistes. Alors, selon toi, quand tu dis, et je te recite, les frères anglophones nous ont redonné la force de remettre les choses à leur place. Est-ce que c'était un mouvement simplement de revendication anglophone ou alors c'était plutôt une milice sécessionniste qui met en branle les institutions camerounaises? Ouais, mais tu sais, il ne faut pas faire comme les journalistes du Cameroun. C'est-à-dire qu'ils posent aux gens les questions avec des logiques d'orientation. Non, non, non. C'est juste pour vous permettre d'éclairer. J'ai l'impression que tu vois, tu structures, tu encadres ta question dans une structure et les réponses à ce type de questions sont généralement hors structure. Tu vois, donc ce serait bien qu'elles restent ouvertes parce qu'on a un fait, c'est qu'on a une crise anglophone. On a un fait, c'est qu'on a des milliers de morts et de déplacés. On a un fait, c'est que cette crise a eu un top départ, ne serait-ce que dans
sa légitimité et sa légalité. Un bonhomme, un monsieur s'est servi du pouvoir de président de la République pour déclarer la guerre à l'intérieur de son pays. On a en fait, tout ceci, ce sont des erreurs. Et chaque erreur a des conséquences. Ok? Des revendications corporatrices, des revendications de Camerounais dans leur citoyenneté, dans leur appartenance à un endroit commun. La gestion de comment ils sont traités dans leur particularité, dans leur appartenance à un endroit commun, s'est vu remise en question. Et ils ont posé des questions, ils ont posé des réponses, ils ont posé des questions. Ils ont mis sur la table des revendications. Malheureusement, ces revendications-là ont trouvé en face d'elles un système beaucoup plus grand, qui n'était pas et qui ne dépendait pas fondamentalement de Paul Biya, mais qui dépendait d'un système beaucoup plus grand. Parce que tu vois, la France-Afrique, ce n'est pas une vue de l'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Le réseau mafieux, la construction extractive de la France n'est pas une vue de l'esprit. La construction d'une république qui vit de l'extraction au XXIe siècle, c'est-à-dire qui n'arrive pas à créer un modèle économique de production et qui est obligé d'être violent pour pouvoir faire perdurer le modèle économique d'extraction. Et ça, c'est économique. Parce que ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce n'est pas une engueulade de frères du village. We talk about money. C'est économique, c'est de l'argent. Et le premier bonhomme qui a la main là-dessus, c'est l'oligarque français. Ok? Si aujourd'hui cette guerre perdure, parce que ce n'est pas les petits pions que vous voyez à Yaoundé là, qui décident de leur propre chef de vouloir faire perdurer cette guerre. Non. Ça voudrait dire qu'on est dans un vrai pays. Ça voudrait dire que le Cameroun est un vrai pays. Tu vois, avec de vraies institutions, avec une vraie légalité, avec une vraie indépendance. C'est ce que ça voudrait dire. Mais non, le Cameroun n'est pas un vrai pays. Le Cameroun, c'est un sous-pays. Ok? Qui est manipulé et qui est dirigé par une puissance beaucoup plus grande et qui, elle, vit de l'extraction. C'est une puissance qui vit de l'extraction. Tu vois ce que je veux dire? Donc la guerre dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, n'est pas une guerre de souveraineté. Parce que le Cameroun n'a pas un problème avec s'asseoir entre tous les fils du Cameroun et discuter ensemble pour trouver la forme qui leur plaît. Comment c'est qu'ils veulent structurer le pays? Ils n'ont pas un problème avec ça. Et donc pourquoi, selon toi, pour quelle raison est-ce qu'il y a une volonté de faire perdurer la guerre? Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui décident. Parce que ce n'est pas eux qui décident. C'est l'Élysée qui décide si la guerre, si le gouvernement camerounais doit arrêter la guerre ou pas. Vous savez, moi j'ai longtemps que je bisounours plus, frère. Tu vois ce que je veux dire? On est dans la vraie vie, c'est plus intéressant, c'est plus amusant que de se retrouver piégé dans du fantasmagorisme. Non, ils sont bénéficiaires. Ils tirent des prébendes du fait que la guerre perdure. Mais ce n'est pas eux qui décident que la guerre perdure. C'est l'Élysée. Mais pourquoi? Dans quel intérêt? Bah, écoute, mais de quoi je t'ai parlé tout à l'heure? C'est de l'extraction. Je te dis, je te parle d'une puissance qui vit de l'extraction. Donc c'est économique. C'est un problème de puissance, de géopolitique, de pouvoir. Ce serait trop facile de faire croire aux Camerounais qu'ils sont responsables. Parce que l'une des choses de la pseudo-indépendance qui fait croire à des faux pays, enfin, ou à des presque pays, qu'en fait ils sont des pays, c'est juste pour qu'ils puissent avoir la responsabilité de ce qui est fait dans leur pays.
c'est du suçage de bite, frère. C'est-à-dire, on vous fait croire que vous êtes des Camerounais, c'est magnifique, vous êtes fiers d'être des Camerounais, on exacerbe cette histoire de camerounésité, mais quand tu vas au Cameroun, le chemin de fer c'est pour Bolloré, le port c'est pour Bolloré, le cinéma c'est pour Bolloré, la banane c'est pour Bolloré. Putain frère, c'est son pays, bordel de merde. Soyez sérieux. Moi, si quelqu'un me demande, est-ce que tu es Camerounais? Je dis non, je ne suis pas Camerounais, ce n'est pas un vrai pays. Moi, je suis un sous-français. Je suis en voie de francisation. C'est-à-dire que je suis le chemin entre, tu vois, pour être finalement français. Parce qu'on n'est pas un vrai pays. On est une région de la France. On est la pompe, mais on appartient à la France. Il ne faut pas avoir peur de le dire, ça veut dire qu'on est faible. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas avoir peur de le dire. Je le dis parce que je suis fort, frère. Tu vois? Parce que je sais où je suis. Je ne suis pas quelqu'un qui court après pourquoi les Camerounais ne font pas ceci, pourquoi les Ivoiriens ne font pas ceci, pourquoi non, parce que ce n'est pas des vrais pays. Ok? S'ils étaient des vrais pays, c'est des sous-pays de la France. Tous. Et personne n'a la décision de rien du tout. Ces peuples n'ont aucune souveraineté. La souveraineté de ces peuples-là est contrôlée par le peuple français. C'est-à-dire que quand les Français vont élire leur président, bah, ils élisent aussi le président de beaucoup d'autres régions en Afrique. dont le Cameroun, le Tchad, le Congo, tout le précaré francophone. Alors Valsero, tu as parlé tout à l'heure de ton passage en prison. En tant qu'artiste, tu t'es engagé, tu es allé loin dans ton engagement auprès de Maurice Kamto, qui est le principal opposant camerounais. Quel rôle tu joues auprès de lui? Je joue mon rôle. Je joue mon rôle. Je ne joue pas mon rôle auprès de lui. C'est-à-dire, moi, je joue mon rôle dans la société. Il a une place dans la société. Et mon rôle dans cette société-là intègre sa place dans cette société. Donc je ne joue que mon rôle. Tu vois, mon rôle c'est de maintenir les Camerounais debout. Mon rôle c'est d'essayer de déchirer ce voile. Parce qu'une fois que les yeux sont ouverts et que les gens finissent par, tu vois, ce truc glauque dans la tête qui fait qu'on n'arrive pas à se projeter, une fois que le faisceau de lumière aura traversé et déchiré ces ténèbres-là, qui ont été construits à base de mensonges, à base de lavage de cerveau, de fausses informations et tout ça, ben, tu vois, on arrive à construire des hommes. Vous ne pourrez pas sauver l'Afrique sans sauver les Africains, sans réveiller les Africains. Personne ne peut sauver l'Afrique à part les Africains. Le jour où l'Afrique décidera qu'il ne s'appelle pas l'Afrique, ben, ils seront sauvés. On n'y est pas encore. Tu sais, Thomas Sankara était plus en voie d'avoir un vrai pays, parce qu'il avait compris le truc. Tu vois, nous, on dit on est des Camerounais. Tu demandes quel est le Camerounais qui avait choisi le mot Cameroun pour dire qu'on va s'appeler Camerounais. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on aurait choisi ça? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est quand vous êtes un vrai pays, vous avez des concepts et tout. Et puis le mec, il arrive dans un pays qui s'appelle Haute-Volta, et il dit, mais c'est quoi ça, Haute-Volta? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois? Il se dit, mais je vois pas. Et il a changé le truc. Il s'est fait appeler le Burkina Faso. Pays des hommes intègres. Une vision, une projection, une appropriation de son identité, de sa vie. Un début d'existence. Rien. Il en est mort. Et crois-moi, si c'est Blaise et ses copains qui ont pressé sur la détente, c'est pas eux qui ont donné les ordres. Parce que Blaise et les autres n'en étaient même pas les principaux bénéficiaires. Parce que ce n'est toujours pas celui qui prend le pouvoir qui est le principal bénéficiaire. C'est celui qui contrôle le sol. C'est celui qui extrait.
C'est celui pour qui les millions de vos populations sont un marché à ciel ouvert. C'est lui qui est le bénéficiaire au final. Celui qui installe Orange. OK? Et qui contrôle les communications. Celui qui contrôle le chemin de fer. Ça s'appelle la reconstruction. Nous, on a des expressions au Cameroun qui viennent instinctivement. Hein. Ah, cousin, moi, je veux voir mes enfants grandir. Avec la peur est devenue un réflexe. Mais pour que la peur devienne un réflexe dans une population, il faut qu'on l'ait terrorisé, cousin. OK? Les gens, ils naissent pas avec la peur dans leur ventre. Et pour que la peur devienne un réflexe dans une population, il faut que cette population ait été terrorisée en permanence par la peur, la menace, la violence, la mort, pour tuer toute forme de résistance juste au point où le seul réflexe qui lui reste, c'est la peur. Et 40 ans de terreur, ah mais ça te change un homme quand même. Ah non, après 40 ans de terreur, tu peux répondre que tu veux voir tes enfants grandir, frère. Tu peux dire ça, et ce serait très compréhensible. Revenons à Maurice Kamto. Tu es quand même allé en prison avec lui, à ses côtés. Comment tu as vécu ce passage en prison? Premièrement, tu vois, direct, quand le mec, il m'a mis dans le camion et tout, j'avais déjà vécu le truc. Tu vois, camion, tu vas direct à la cellule et tout. Puis après, on est allé au GSO. Mais c'était le même jour dont je me suis dit, bon, genre, mais c'est quand je suis allé au tribunal militaire. Tu vois? Parce que j'ai passé 3 semaines ou un peu plus au GSO avec Maurice Kamto. Tu sais, j'aime pas beaucoup parler de Maurice Kamto. Je risque de m'étaler à un culte de la personnalité à Talakou et tout. Ce mec est trop génial, donc ne me pousse pas. Donc j'évite comme je peux, tu vois. Mais tu vois, quand je me suis retrouvé au tribunal militaire et qu'on m'a lu mes chefs d'accusation, là, j'ai su que je suis Valsero, frère. Tu vois, j'ai dit, putain, bâtard, t'es prêt à aller, mais jusqu'à des extrémités. Tu vois, je me suis parlé à moi-même dans mon cœur comme ça et tout. J'ai dit, t'as encore repoussé une limite, frère. Tu vois, parce que c'était surréaliste. C'était un vrai film, quoi, tu vois. Mais pire, j'étais pas seul. Tu vois, c'était pas comme si m'avait attrapé avec un joint derrière la maison et tout ça. Non, non, j'étais pas tout seul, tu vois, j'étais avec Maurice Kamto, frère. Tu crois que quoi, cousin? Tu crois que quoi? Écoute, il y en a des gens qui auraient tué pour être à ma place sur ce coup, tu vois. Non, il ne faut pas transformer les moments d'intense puissance en des moments de pleurnicherie. Parce que c'est en ce moment qu'on a ressenti exactement qui on était et quelle était notre puissance. C'est quand on les a amenés jusqu'à cette extrémité-là, quand on a poussé ce gouvernement agressif à se mettre à nu de cette manière-là, et nous toujours debout. Quand on a vu ce peuple-là, parce que on n'était pas dans le cas de Barabbas, frère. Non, ils étaient là. Tu mettais Internet, tu regardais avec tout le monde, il y avait des lives de tout le monde. Le peuple était en train d'aller vers quelque chose. Tu vois? Non, c'était puissant, frère. Ça a construit les bases de ce qu'on vit aujourd'hui. C'était le départ de, tu vois, ce nouveau souffle-là, dont, oui, il y avait la restriction de liberté, mais ça, c'est quand tu es dans la structure. Quand tu réfléchis dans la structure, il y a le visuel de la menace qui t'est brandi. Mais quand tu réfléchis hors structure, tu sais qu'il va falloir que tu répondes. Que c'est juste une attaque psychologique qui va prendre du temps.
Mais c'est à cette bagarre que tu t'es lancé. Tu aurais pu être militaire hein, et aller tuer les anglophones dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non. Là, tu t'es lancé sur quelque chose de beaucoup plus mindset. C'est-à-dire l'autre, il va jouer un pion, il va te condamner à mort, il va te menacer de 100 ans de prison, il va... Tout ce qu'il va pouvoir utiliser pour t'ébranler, ce n'est pas ton physique qu'il veut tuer. C'est pas ça qu'il veut tuer. Il veut tuer la flamme qui t'a mis debout et qui te met là. Alors il se sert de ça. Il t'accuse d'atteinte à la sûreté de l'État, de rébellion, d'outrage au chef de l'État. Mais tu vois, tous ces trucs qui n'existent que dans les républiques, dans les sous-pays. Dans un vrai pays, on ne parle pas aux gens comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un te dit son truc, tu lui dis qu'atteinte à la sûreté de l'État. Ça veut dire quoi? Je te dis que j'ai pas d'eau, tu me dis atteinte à la sûreté de l'État. C'est quelle réponse ça, si on est dans un vrai pays, frère? Non, mais c'est comme ça que le mec il parle aux gens, quoi. Tu dis, putain, ils ont volé 3000 milliards de la qualité des troubles à l'ordre public. Tu crois que dans un vrai pays, on fait ça? Non, dans un vrai pays, on ne fait pas ça, cousin. Sauf quand tu es un sous-pays. La France a beaucoup de sous-pays, notamment le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, tu vois, tout le précaré français. C'est des sous-pays. Mais j'aimerais qu'on évoque rapidement, sans non plus énormément s'attarder dessus, le fait qu'au Cameroun, ces dernières années, justement, depuis l'éclosion de Maurice Kamto, du moins après les élections, après la crise post-électorale, on assiste à de plus en plus d'expressions de violence tribale. Pourquoi il y a autant d'expressions tribalistes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la place publique au Cameroun? Non, on va plutôt dire pourquoi on met autant de lumière sur le tribalisme. Parce qu'il ne faut pas déclarer des choses, frère. Nous, dans la rue, il ne faut pas déclarer. Parce que quand vous dites pourquoi il y a autant de... Non, pourquoi on met autant de lumière? Mais tu conviens avec moi qu'il n'y avait pas autant de vidéos qui circulaient avec des propos tribalistes, haineux, il y a 5 ans. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Ça s'appelle mettre en lumière des propos haineux. C'est-à-dire, c'est pas, le tribalisme, c'est pas un virus qui est venu entrer. C'est un concept, un processus de conservation de pouvoir. C'est une démarche. Ok? C'est pas une maladie. C'est pas ce qu'on essaye de vous dire là, que les gens n'aiment pas ceci, les gens n'aiment pas. Il faut respecter l'être humain dans sa constitution. Surtout les... Non. Le tribalisme est un mécanisme de conservation de pouvoir. Un mécanisme de... Prends-le comme ça, frère. Parce qu'après, on risque d'aller dans, tu vois, la distraction qui est dedans. Ça dit qu'un gars avait dit qu'un boulot a fait ceci, un Bamileke ne sera pas président, un machin, tout ça. Créer ce débat est un acte de conservation du pouvoir. Ce n'est pas un acte de division de la société ou de machin truc. Ça veut dire que vous croyez vraiment à tout ce que vous entendez dans la rue. Non, c'est un acte de... C'est un processus de conservation de pouvoir. C'est-à-dire, c'est un élément qu'on utilise pour renforcer un pouvoir au-delà des possibilités de développement, donc en vendant la peur et la menace. Parce que quand vous ne pouvez plus vendre le développement, vendre des projections, vendre des visions, il vous reste la peur. C'est pas comme ces petits bâtards en France. À chaque fois, quand ça commence à être super chaud, tu vois, ils vendent un peu la peur et tout. Donc il faut vendre la peur aux gens. Tu vois. Et le tribalisme dénote de ça. C'est un des mécanismes. Vous devez avoir peur. Ça crée des complices. Ça crée une pseudo-complicité entre les gens, ne serait-ce que par l'expression du langage et tout. C'est-à-dire, quelqu'un reste comme ça, il dit parce qu'il est boulot.
ils croient avoir quelque chose à voir avec ce que l'équipe de kleptomanes de Paul Le Pillard et ses copains ils ont fait. Tu vois, c'est un mécanisme qui a pour but de pervertir la pensée et les esprits des gens. Mais son objectif fondamental, c'est de conserver le pouvoir. Et ça marche bien. Ah bah écoute, tu vois très bien non, que ça marche, cousin. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule chose qui maintient Paul Biya au pouvoir, c'est le tribalisme. Et la France, bien sûr. Parce que tu sais, le tribalisme est c'est un truc très colonial. Hein. Les Français connaissent le tribalisme plus que les Camerounais. Ils l'ont même inventé. Ah, c'est eux-mêmes qui ont même compris comment institutionnaliser le tribalisme. Avant même que les Camerounais ne sachent que ça s'appelle le tribalisme. On leur avait déjà injecté dans l'ADN étatique, dans la structure étatique, on avait déjà injecté les germes de la gouvernance à connotation tribale, parce que c'était un bon processus de conservation de pouvoir. Et la conservation de pouvoir ne bénéficie qu'à la puissance extractive, qui vit de l'extraction. Si Paul Biya dure 40 ans au pouvoir, la France extrait pendant 40 ans. Si le prochain va faire 50 ans au pouvoir, la France va extraire pendant 50 ans. Soyons un peu plus légers maintenant. Quelle est ton actualité musicale, artistique? Tu prévois un concert, il me semble. Le 18 septembre 2021, on sera au Zénith de Paris, bébé. C'est la claque, non? T'as vu? Oui. Mais parce que je pense qu'on se pense trop grand, tu vois. C'est-à-dire, à un moment donné, nous menons des combats de grandeur. Tu vois, il y a quelque chose de grand dans les luttes que nous menons. Les luttes de liberté sont de grandes luttes. Et parfois, les reléguer, parfois à des espaces d'expression, parfois très petits, ou très fermés, ou très éclectiques, tu vois. C'est ne pas leur donner la force et le prestige qu'il faut. Parce que cette lutte, elle est peut-être difficile, mais elle est prestigieuse aussi. Parce que c'est la lutte des grands hommes. C'est la lutte qui dénote de la grandeur des hommes. Et le Zénith, c'est un grand lieu. Il est à la taille de la grandeur du combat qui est le mien. Il est à la taille de la grandeur de l'ambition qui est la mienne. Parce que avoir un peuple uni, solitaire, qui pense ensemble dans la même direction, c'est quelque chose de grand. Tu vois? Et l'expression du Zénith, pour moi, c'est ça. C'est pensons-nous grands, parce que je pense qu'on est grand. Et que ce n'est pas quelqu'un décidé. Exact. Où? Quand est le lieu d'expression qui sied à des Africains? Tu vois ce que je veux dire? Quand le Parti socialiste ou républicain, je ne sais pas, on a toujours ces référents français. Tu vois, quand ils vont à Bercy parce que c'est une marque de prestige et de puissance. Tu vois ce que je veux dire? Et notre lutte est quelque chose de prestigieux et de puissant. On ne verra peut-être pas le résultat, mais on devra le vivre intensément. Intensément, grandement, profondément. C'est pour ça qu'on doit penser grand. Tu vois? C'est pour ça qu'on va au Zénith. Et puis après, t'inquiète, je suis le meilleur, frère. Bah écoute, on va au Zénith de Paris, putain! Ah! 45 balais, tu vois. Ça, c'est un coup de feu. Kabenda Kumba, Oya Mouyouka, la révolution est en marche. Marche, le peuple en a marre, y a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise de nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le
temps des plaintes on l'a dépassé. Les pleurs déchirés sont effacés. La foule est devenue le peuple et marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple épris de liberté ne marchande pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté?